Bonjour, chers amis téléspectateurs. Bonne soirée ou bon après-midi. Et puis, bonnes vacances pour ceux qui sont revenus ou ceux qui ont pris leurs vacances au pays, pour ceux qui ont peur du coronavirus et qui restent au pays de préférence pour se protéger. Et puis, tous mes voeux pour que cela se passe au mieux et que vous ne soyez pas touchés par ce virus pseudo ou réel. Ensuite, je voudrais vous dire que il se passe des choses dans notre pays. Vous les vivez. Vous voyez combien nous sommes bousculés dans nos idées, dans nos préjugés, dans nos stéréotypes, et peut-être aussi dans la place que nous voulons bien accorder à nos enfants. Et je crois que ce qui se passe en ce moment nous révèle que justement cette place n'est pas très assurée et que nos enfants n'ont toujours pas le droit de s'exprimer comme ils l'ont envie, comme ils en ont envie, et comme pour exprimer aussi des besoins ou des critiques à leur société, puisqu'elle leur appartient aussi. Et il me semble qu'on leur refuse ce droit-là. Et aujourd'hui, je me suis proposée, et je vous propose, avec mes invités, de parler justement de la petite enfance, de la façon peut-être que nous avons de regarder, de faire une place à l'enfant. Et le thème, c'est le rôle du jeu dans le développement de sa personnalité. Mais ça nous permettra aussi de faire des petits apartés, et de voir un peu comment nous associons le jeu à l'éducation, à la place que nous voulons bien accorder à l'enfant, à sa liberté de dire ou de ne pas dire, et à l'éducation, parfois, peut-être plus souvent qu'on ne le pense, très autoritariste que nous continuons à pratiquer. Voilà. Donc, je vous propose cet après-midi de parler du rôle du jeu dans le développement de la personnalité de notre enfant, de nos enfants, et de nous surtout d'analyser comment la société prend en charge la construction de l'identité de l'enfant martiniquais. Et cette construction-là, on va voir qu'elle passe aussi par l'éducation, par le jeu, par la façon que nous avons aussi de libérer l'énergie de l'enfant et son esprit d'initiative, sa créativité. Est-ce que nous sommes sûrs de vouloir avoir des enfants très émancipés, très libérés, capables de prendre en charge leur société et de la conduire vers un destin qui sera peut-être plus apaisé et surtout plus, on va dire, plus exigeant par rapport à ce que nous vivons actuellement et qui nous cantonne un peu dans des pratiques qui nous ramènent beaucoup à ce qui se faisait dans les sociétés, dans notre société d'il y a peut-être 200, 300 ans. Voilà. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter mes invités et de vous demander, après l'émission, si vous avez envie de leur envoyer des messages, elles vous donneront leurs coordonnées et vous verrez avec elles ce qu'il y a, que vous pouvez organiser, notamment pour les enseignants, les personnels qui ont à charge nos enfants des tranches d'âge de 0 à 6 ans, par exemple, dans les écoles, dans les centres, dans les crèches, dans les centres aérés, etc. Voilà. Donc, je reçois cet après-midi Madame Hauteville Sonia. Sonia. Je suis directrice de d'une association qui s'appelle l'Association interprofessionnelle Enfants Harmonie, qui a été créée en 1992. Je fais partie des membres fondateurs de cette association parce qu'un jour, en rentrant au pays, j'avais besoin de faire garder ma fille et il n'y avait pas beaucoup de propositions et de solutions. Donc, avec des amis et des parents, on s'est attaché à mettre en place des solutions d'accueil pour les enfants. Et vous avez appelé ça Enfants Harmonie ? Je l'ai appelé Enfants Harmonie parce que c'est cette démarche qu'on recherchait dès le départ. On l'a appelé aussi Association interprofessionnelle parce qu'on pense qu'il n'y a pas un corps de métier qui soit capable de prendre en charge les enfants, mais un ensemble de corps de métier pour un développement harmonieux de l'enfant. Un développement harmonieux. Vous aviez le sentiment que ça manquait dans notre culture ou bien que c'était comme ça
un vœu que nos enfants évoluent dans des structures comme les vôtres, par exemple, comme la vôtre, qui soit... C'était d'abord une nécessité parce que les grands-parents avaient commencé à travailler, continuer à travailler. Ça donnait des loisirs parce qu'ils avaient beaucoup donné à leurs enfants, à moi aussi. Donc, ils avaient besoin de se retrouver et c'était pas à eux de prendre en charge intégralement les enfants après, donc, leurs petits-enfants. Il y avait une rupture dans les traditions familiales et un besoin donc de créer des structures harmonieuses. Non, c'était l'idée d'harmonie que j'interrogeais. Non, mais nous l'avons voulu, on l'a voulu en harmonie dès le départ, parce qu'en harmonie avec ce qui se faisait avant et en harmonie avec ce qui doit se faire ou ce qui allait se faire après. Donc maintenant. Et vous allez nous dire si effectivement vous parvenez à faire que cette sorte de continuité dans nos traditions se maintient, et parce que tout ce que nous faisions n'était pas forcément intéressant pour l'enfant, pour son épanouissement. Mais on va en parler tout à l'heure. Je vais interroger Madame Andrivon-Milton. Bonsoir. Bonsoir. Donc Sabine Andrivon-Milton. Donc je suis historienne et enseignante. Professeur d'histoire-géographie dans un lycée professionnel agricole au Robert, depuis maintenant 26 ans quand même, le temps passe vite. Et donc, à côté de cela, donc, j'écris des ouvrages donc, sur l'histoire de la Martinique, mais des ouvrages généraux. Et depuis 3-4 ans, donc, je me suis lancée de la création de jeux, pour les petits, pour les plus grands, donc pour tous les âges. Parce que j'ai constaté qu'il y avait un manque sur le marché, si on peut dire. Et surtout parce qu'il fallait trouver des outils pour permettre d'enraciner notre population chez elle. Parce que je travaille avec des lycéens et force est de constater que chaque début d'année, quand je fais mon test de culture générale, ça je le fais depuis plus de 20 ans, il y a un vrai manque. Il y a un grand manque de connaissances, des choses, je veux dire, basiques de notre société. Et je me suis dit, bon, et chaque fois je me fâchais, je me disais, mais c'est pas possible, on peut pas continuer comme ça. Et puis je me suis dit, bon, mais à force de te fâcher, mais qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu peux proposer? Parce que tu ne vas pas te fâcher chaque année. Donc essaie de trouver un moyen. Et puis j'ai eu l'idée du jeu, donc qui permet justement donc tout en s'amusant, de faire passer des informations, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Je suis sûre que l'aspect ludique dans l'éducation est très important. Alors, on avait souhaité la présence d'un médecin pédiatre, enfin qui s'occupe des enfants, et puis d'une ludologue également, mais bon. On va faire un autre volet parce que je pense que cette problématique-là, elle est cruciale chez nous, parce que les personnes qui sont sur le plateau vous disent en fait qu'elles réagissent au fait que notre société nous échappe de plus en plus. Ce que nous appelons notre culture et ce qui est le processus de l'assimilation est vraiment actif. C'est vraiment, ça n'est pas seulement un mot qu'on entend dans les débats politiciens ou politiques. C'est vraiment une réalité. Nous sommes en train de perdre pied. Et nous avons des gens qui se sont envoyés à leur propre compte, qui font des efforts, parce que la société telle qu'elle est là instituée, elle ne s'occupe pas trop de financer. Elle n'a même pas, elle n'appelle pas non plus de ses voeux ce type d'initiative. Donc, vous voyez, les personnes qui sont là nous sont précieuses parce qu'elles vont nous donner des outils pour résister justement à cette aliénation. Et Madame Andrivon-Milton a plusieurs jeux à vous proposer. Et j'espère que voilà, vous allez inviter aussi, l'inviter, faire que les enfants, acheter les jeux, puis faire que les enfants, quand vous êtes en famille, c'est bien de jouer les jeux des autres, mais les jeux qu'elle vous propose sont ancrés dans notre culture avec des noms qui nous sont propres, et puis un imaginaire à construire. Parce que c'est d'abord par l'imaginaire que nous devenons martiniquais. C'est pas parce que voilà, nous avons collé cette étiquette à nos réalités que nous le sommes. Nous sommes des personnes en en processus de disparition en tant que martiniquais porteurs d'une culture spécifique. Donc voilà, je vous ai dit que ce qui m'intéressait quand j'ai pensé à cette émission, c'était de parler de comment nous fabriquons nos enfants.
Vous savez comment est née la société martiniquaise. Je ne sais pas si vous avez envie de dire. Vous êtes historienne, Sabine. Peut-être que vous avez envie de dire de dire comment justement c'est une société qui n'avait pas réservé de place à l'enfant, puisqu'elle est artificielle, elle est historique, elle est datée depuis le début de la colonisation, l'esclavage, et donc l'enfant n'avait pas de place. Tout à fait. Alors c'est vrai que, et ça je le dis à mes enfants, et même à mes élèves, je leur dis qu'on a un autre rapport avec l'enfant. Donc en Martinique, dans les sociétés comme la nôtre, qui est différent de ce qu'on trouve en Europe. D'accord ? Et c'est vrai que ça change, il ne faut pas généraliser toujours, mais le côté où en Europe où on voit cet attachement, ce rapport entre le papa et la fille, mais des fois ici, il y a du mal, et je le vois dans mon contexte familial aussi, où il y a quand même cette distance qui est là entre les relations fille-père des fois, et ça je le ressens, je le ressens aussi. Bon, ce côté où on n'arrive pas à dire je t'aime facilement, on se retient, on retient les câlins aussi. Donc il y a tout ça qui pèse sur le rapport qu'on a avec l'enfant. Et contrairement à ce qui se passe dans certains pays d'Europe où on est toujours câlin, toujours attaché, toujours. Dans certaines familles ici, il y a pas quand même. Seulement d'Europe, hein. Pas seulement d'Europe, bien sûr. Dans certaines familles ici, je constate qu'il y a des petites réticences. Ne serait-ce que papa dise à son enfant je t'aime, il y a des fois il y a une petite. On n'a pas ce lien-là qui n'a pas été transmis. Alors c'est vrai, il n'a pas été transmis ici, mais je veux dire, il ne pouvait pas l'être. Parce que dans la condition d'esclavage, les gens ne vivaient que de la brutalité et d'une utilisation de leur temps. Et l'enfant n'appartenait pas à la famille. Tout à fait, c'est exactement ça. C'est exactement ça parce qu'on n'a pas mis l'enfant au centre comme de beaucoup de... Et puis, une fois qu'on a exterminé les personnes qui étaient là, on fait venir des personnes qui sont adultes. Des personnes qui sont adultes et qui sont destinées au travail des champs immédiatement. Donc l'enfant est un accident dans nos sociétés. Et quand je dis que sociologiquement, il faut analyser le type de société dans lequel nous sommes, ce sont des sociétés artificielles, une société dite historique, c'est-à-dire que la population d'origine a été balayée et on fait venir des personnes qui ne sont pas endogènes, autochtones, comme on a l'habitude de le dire. Et cette société, elle est construite autour d'un projet économique, pas d'un projet humain. Et vous comprenez pourquoi aujourd'hui encore, nous sommes dans autant de difficultés à faire que, justement, les richesses collectivement produites soient partagées. Parce que ceux qui portaient le projet entendent le garder. Et c'est un peu cette lutte-là qu'on a qui est au centre de nos préoccupations d'aujourd'hui. Comment sortir du projet des origines coloniales et faire que toute la société, toutes les couches profitent du travail qui reste collectivement produit. Donc n'oubliez pas, il faut que vous ayez présent à l'esprit cette structure de la façon dont notre société est apparue pour comprendre pourquoi nous disons que l'enfant n'a pas de place dans cette société. Et nous allons lui faire une place progressivement, mais là encore de manière tout à fait, voyez, sans souche, sans soubassement. On va l'adapter et cette adaptation va se faire très souvent à partir d'une institutionnalisation qui est l'école et puis une volonté de la France de prendre en charge, de prendre en main les personnes que nous allons devenir si nous sommes tout à fait des personnes encore aujourd'hui. Voilà. Donc, et comment vous est venue donc l'idée, quand vous décidez de faire cette association, vous aviez d'abord un souci personnel, de famille? Oui, et je voulais aussi rebondir sur ce que vous venez de dire, en parlant de l'enfant, comment il faut savoir qu'on n'a pas appris à dire nos émotions. En tant qu'adulte, on n'a pas appris à le dire, donc on ne peut pas le faire passer aux enfants. Et c'est vraiment quelque chose que moi j'ai à cœur dans mon métier, d'apprendre à mes professionnels d'abord à lire leurs émotions, à le dire, à l'exprimer pour pouvoir enfin entendre les émotions
apprendre aux enfants à rentrer dans leurs émotions et à l'exprimer. Pourquoi j'en suis venue à cela? Parce que c'était un besoin personnel, un besoin singulier dans la vie d'une femme et un besoin pluriel dans la société. J'avais besoin de faire garder ma fille pour aller travailler et j'avais pas de solution, donc je pouvais pas aller travailler. Et je me suis couchée comme beaucoup de monde en me disant la société, à me fâcher contre la société, en vouloir à la société. Et le lendemain matin, je me réveillais avec le même problème, mon problème, de ne pas pouvoir aller travailler parce que je ne pouvais pas faire garder mon enfant. Donc voilà, m'est venue l'idée de me pencher sur l'accueil de la petite enfance en Martinique. Et depuis 33 ans, j'y travaille régulièrement sur le terrain et c'est ce qui fait la force de pouvoir travailler sur le terrain, de bien connaître le métier, et les professionnels et les enfants. Et à part sur la question de la façon dont vous parlez de notre difficulté à parler de nos émotions, je comprends que nous soyons peut-être dans des postures ou dans des comparaisons avec les Européens. Moi, je suis sûre que nous avons une façon martiniquaise d'exprimer la tendresse. La question, c'est que cette dimension-là, elle est étouffée par une posture qui est très autoritaire ou autoritariste et qui est un héritage de la plantation. La façon que les maîtres avaient de s'adresser aux personnes, aux gens, de donner des ordres, de commander, et puis cette sorte de frontière que les adultes se sont mis à établir entre l'enfant et eux en disant mon pas camarado, mon pas ci, mon pas ça, pas fait, pas prendre moins pour ceci. Donc l'adulte, je crois que pour se sentir adulte, il a besoin de dire à l'enfant qu'il n'est rien, qu'il n'a pas d'autorité, qu'il n'a pas de pouvoir. Et du coup, ce rôle-là est devenu dominant. Et on a l'impression que l'enfant, à mesure que le parent le retranche, le repousse dans quelque chose, une zone qu'il n'a pas définie, parce qu'il lui dit « moi pas camarado, moi pas ci, moi pas ça », mais il lui dit pas où est sa place. Et l'enfant la cherche tout seul. Et la question, c'est souvent, eh bien, il se retranche et son corps devient une espèce de carapace protectrice contre ce qu'il ressent comme une agression, puisqu'il est tout le temps refoulé, rejeté, renvoyé à une sphère qui serait la sienne, qui ne doit pas interférer avec celle de l'adulte, et du coup l'enfant est perdu, et on a le résultat qu'on a aujourd'hui. Les enfants ne font pas confiance aux adultes, ne leur parlent pas, ne leur confient pas leurs petits secrets. C'est vrai que c'est possible ailleurs, je l'ai vu et je sais que c'est vrai, mais nous ne sommes pas obligés de dire qu'il faille exprimer nos émotions, nos sentiments comme on le fait ailleurs. Nous avons cette façon-là, mais il faut la laisser s'exprimer. Nous avons, par exemple, il y avait une manière d'infléchir la voix dans les mots pour dire ça fait yichmoin. Et yichmoin, c'est l'équivalent de mon chéri ou ma chérie, ou bien de toucher la tête de l'enfant très affectueusement, sans lui dire mon chéri, mais c'est l'équivalent. On a beaucoup de gestes et c'est comme cela que l'affection, à travers ces gestes-là, que l'enfant se sentait aimé et il était sûr qu'il appartenait à une entité, en tout cas, qui lui donnait une importance. Avec les modifications rapides que notre société a subies, eh bien, on a perdu ce contact-là parce que les grands-parents aussi ont disparu. C'est vrai qu'ils travaillent plus longtemps, ou bien qu'ils partent en croisière, qu'ils font leur vie aujourd'hui, et que ces gestes-là qui étaient spontanés, qui traduisaient quelque chose qui était une forme de relation, on ne l'a jamais décliné dans des écrits ni dans quoi que ce soit. Mais on savait le voir vivre. Eh bien, on ne les a pas consignés. Et la rupture avec les grands-parents, l'immigration, le bumidum, tout ça a écartelé. Et puis ce qui est resté, ce sont les structures les comportements les plus tranchés voilà, chacun a sa place, etc. Et l'enfant n'a toujours pas trouvé sa place dans cette société.
Voilà pourquoi je dis, je vous entends bien, je crois aussi qu'il faut dire à l'enfant, comme on le fait en Europe peut-être, mais je crois que nous avons notre façon de dire l'affection, de dire l'amour aussi, et ça, c'est une sphère très intime sur laquelle nous ne travaillons pas beaucoup malheureusement parce que on considère, tout comme on considère que faire des enfants, voilà, on n'a pas besoin de travailler cette activité-là. C'est une activité comme une autre, comme se marier. Enfin, il y a plein de choses qu'on fait de manière très automatique sans chercher à comprendre les soubassements de nos postures, notre vision du monde, nos regards, nos compréhensions de tout ça là. Ça se fait comment? On manque d'études anthropologiques sur tout ça. C'est pour ça que je déplore qu'on n'ait pas plus d'anthropologues, en tout cas ceux qui sont là, qui ne travaillent pas davantage sur ces aspects-là. Alors, donc, racontez-nous un petit peu. Moi, je m'intéresse beaucoup donc à comment nous construisons. Et j'utilise le mot volontairement parce que l'enfant, c'est d'abord le résultat d'une socialisation. Donc, comment nous construisons nos enfants, c'est par le biais de la socialisation. Mais vous, quand vous recevez, vous êtes une structure qui reçoit des enfants. Oui, nous accueillons les enfants, nous les prenons en charge dans la journée quand les parents ont besoin de faire autre chose, de travailler, de s'absenter. Et nous, de quel âge à quel âge? De 2 mois et demi à 6 ans. De 2 mois et demi à 6 ans. C'est la société la société a changé. Le souhait de la femme est venu ce qu'elle est. On n'a pas à en redire. Mais nous, ce que nous faisons au sein de l'association, c'est de prendre en compte l'enfant, la société dans laquelle on vit et le développement de l'enfant. Pour pouvoir essayer, je dis bien essayer, de lui apporter ce dont il a besoin pour bien se construire et commencer dans la vie. Parce qu'il faut savoir que les enfants sont pris en charge en structure, en accueil collectif. Donc, il y a déjà ce vécu familial qu'on va rajouter à ce vécu, l'accueil collectif. On ne doit pas apporter de poids ou d'éléments qui va rajouter à cet accueil familial et pouvoir être professionnel. Et en permanence être professionnel pour bien prendre en charge ses enfants. Donc, ce dont on a besoin en tant que professionnel, c'est de bien connaître l'enfant et de bien connaître ses besoins pour lui apporter. Et je dis toujours que l'enfant sait ce dont il a besoin. En tout cas, quand vous ne le lui donnez pas, il se manifeste. Il se manifeste. Il a ce langage. Il a ce langage pour le dire, pour le demander. Et même les tout-petits, ce que nous faisons, c'est de les mettre au sol dès le départ pour qu'ils apprennent à exprimer son corps et à laisser développer tous ces réflexes, inhiber ces réflexes archaïques pour pouvoir mettre en place les réflexes posturaux nécessaires à la marche et au développement après, harmonieux de l'enfant. Donc, c'est prendre en compte l'enfant en tant qu'individu, mais pas comme un homme, pas comme... Voilà. C'est ça, pas encore adulte. Pas un adulte. C'est ça, qui a ses propres besoins. Donc, on les accompagne et puis après, c'est développer l'autonomie de l'enfant. L'accompagner, c'est être à côté d'eux en permanence, pas devant, pas derrière, pour pouvoir être à son écoute et l'apprendre. Nous travaillons aussi par projet. C'est un projet, l'alimentation, c'est un projet. Être propre, c'est un projet, du début à la fin, savoir ce dont il a besoin, comment tout ce cheminement-là pour arriver à quelque chose. Et l'enfant comprend ce cheminement, le vit, parce qu'il le vit. Donc, il l'imprime et ça lui permet de devenir autonome et de se... Déjà, il s'est attaché à ses parents et très tôt, on l'apprend à s'attacher et aussitôt, on l'apprend à se détacher pour pouvoir être accueilli en structure d'accueil. Oui, parce qu'on exige maintenant qu'ils soient de plus en plus jeunes, pas scolarisés, mais en tout cas institutionnalisés dans les centres pris en charge. Il n'y a pas une histoire d'école maternelle qui commence à... une prise en charge qui commence à 2 ans et demi. Les écoles maternelles, oui, ils peuvent les prendre en charge à 2 ans et demi. Voilà. Mais en accueil collectif, en accueil petite enfance, nous pouvons les prendre en charge. Après, très tôt, tout dépend du besoin de la femme, de la famille, du souhait de la femme aussi, de ce dont elle a envie pour elle. Je dis souvent la femme parce que c'est la femme qu'on retrouve face à ce choix.
de faire garder son enfant, Oui. tant chez l'assistante maternelle qu'en accueil Donc, on n'a toujours collectif. pas de pères qui prennent cette responsabilité-là, qui le veuillent dans les... En les- accompagnant la femme, oui. Oui. En accompagnant, D'accord. oui. Mais, ça Mais reste si quelqu'un encore- doit rester à la maison, ça va être la maman, c'est ça. Hein? C'est ça. Majoritairement. Moi aussi. Majoritairement. Oui, c'est ça. Il peut y arriver, on peut trouver un cas, deux cas, mais majoritairement, c'est la femme D'accord. qui reste à la maison encore. D'accord. Et qui le vit, et des fois, le vit très mal, quoi. Mais oui, c'est-à-dire une femme qui s'oblige à rester à la maison pour l'enfant peut rendre l'enfant responsable de sa situation d'invisibilité sociale et le petit malheureux peut en faire les frais. On sait qu'il y a des gens, des mères, des parents qui se vengent sur l'enfant. Et c'est pour ça que la prise en charge de l'enfant n'est pas seulement réservée aux parents qui travaillent, mais aux parents qui ne travaillent pas. D'accord. Donc on peut accueillir ces enfants-là 1 ou 2 jours par semaine pour que les parents puissent vaquer à leur occupation et vivre leur vie de famille, de femme, et aussi de se préparer à autre chose si elle en a envie. D'accord. Et vous avez des enfants de milieux sociaux particuliers ou bien c'est vraiment mixte? C'est une grande mixité, une belle grande mixité. d'accord. Après, nous, je ne suis pas rentrée dans les détails, mais nous, financièrement, nous sommes accompagnés par la CAF, la prestation d'accueil jeune enfant. Non, la prestation de service unique dans les accueils collectifs et la prestation d'accueil jeune enfant chez les assistantes maternelles qui permettent aux parents de payer en fonction de leurs revenus. Ce qui permet et favorise cette mixité sociale. D'accord. Et quand vous voulez dire quelque chose, Sabine? Non, j'écoute avec attention. C'est vrai que ça fait tellement longtemps que j'ai passé le cap, mais ça me replonge dans mon choix aussi que j'avais pour garder mes enfants. Mais c'est vrai que, heureusement, j'ai eu la chance d'avoir les cousines, les tatis, les mamies qui étaient présentes et qui m'ont, entre guillemets, soulagée. Mais je suis consciente que c'est vraiment un gros problème pour les parents qui ne peuvent pas... Et comme tu disais, donc, on peut en vouloir à l'enfant s'il ne permet pas d'aller travailler, s'il ne permet pas de sortir. Moi, je peux comprendre ça, sincèrement. Moi, je me souviens que quand j'ai eu ma fille, j'étais en thèse. Et donc, il fallait partir faire des recherches, etc. Et j'ai eu la chance d'avoir une tati qui était là, qui ne travaillait pas et qui a pris le relais. Mais je me dis, mon Dieu, sans elle, je n'aurais pas pu. Et ça m'aurait vraiment frustrée, je pense. Ah oui, non, c'est l'intérêt, finalement, c'est de trouver des relais parentaux qui partagent votre vision du monde, votre manière d'éduquer l'enfant. Parce que dès qu'on prend l'enfant au plus bas âge et qu'on le formate d'une certaine façon, il est très difficile de le modifier après. Donc, le souci qu'on doit avoir, c'est ça, c'est pas de trouver un endroit ou quelqu'un pour le garder, pas seulement en tout cas, mais d'essayer de faire que la vision qu'on a pour lui, la façon dont on a... Parce qu'il faut avoir dès le départ le souci de créer, de structurer l'imaginaire de l'enfant. Une fois que l'enfant est bien structuré autour d'un environnement sécurisant, qui va lui donner confiance en soi et après l'aider à développer son estime de soi et à regarder son environnement non pas comme une menace mais comme un milieu qui est le protecteur. Une fois qu'on a tout ça en place, on peut effectivement utiliser les structures comme les associations ou les institutions qui s'occupent en fait, qui sont des relais parentaux et qui s'occupent de l'éducation de l'enfant. Donc aujourd'hui, notre souci, c'était de comprendre un peu. On fera un deuxième volet, chers téléspectateurs, et si vous avez des questions, posez-les aussi à Zouk TV, à la rédaction. Mais on va essentiellement parler du rôle du jeu, parce que je crois que vous avez dit que il faut être à côté de l'enfant, pas derrière ni devant, que vous l'accompagnez sans arrêt. Vous avez des tranches d'âge différentes, différentes, de 0 à 6 ans, d'accord? Est-ce que vous voulez nous dire un peu comment vous structurez tout ça? Vous organisez la prise en charge d'un enfant qui est au berceau, et là, il faut vraiment le faire naître, parce que ce qui va bouger autour de l'enfant va définir tout son avenir.
Et puis, ceux qui ont déjà, mettons, entre 4 et 6 ans, entre 3 et 6 ans, on va dire, et qui sont, on va dire, qui ont déjà un background, un arrière-pays, des parents, des voix, des sonorités, tout ce qu'on veut, et des odeurs, des couleurs qui les ont déjà enracinés un peu. Hein? Donc, vous, quand vous avez des enfants comme ça, si jeunes, nous nous organisons en plusieurs, je dirais pas tranches d'âge vraiment. On parle d'abord des enfants qui ne se déplacent pas. Donc, on apporte à ces enfants-là ce dont ils ont besoin. Après, automatiquement, ils vont partir en rampant ou à quatre pattes. Donc, ils vont passer dans un autre espace parce que le besoin est autre. Donc, il sera pris en charge avec il sera mis à leur disposition des éléments pour pouvoir ramper, marcher à quatre pattes et après se mettre debout. Mais des éléments qui vont être dans l'espace et qui vont l'inviter à faire tout seul. Jamais on peut pas apprendre à marcher à un enfant, on ne peut pas apprendre à un enfant à s'asseoir, mais l'enfant tout seul va arriver à le faire, donc il faut lui mettre à disposition ces éléments-là. Des éléments moteurs qui vont l'apprendre à se redresser, un espace propre suffisamment au sol qui va l'apprendre à ramper, à rouler, à se dandolonner, à bouger les fesses, comme on dit, pour pouvoir avancer, et puis après partir à quatre pattes. Et puis après, on a un groupe, une fois qu'ils marchent, on les met, j'appelle ça des groupes familles. Ils évoluent en groupe famille, plus grands, plus petits. Donc, il n'y a pas cette charge de travail pour les professionnels. On va changer à la chaîne, on va faire un certain nombre de choses. C'est des enfants plus petits, plus grands. Donc, ça permet à la professionnelle, ça permet à ces enfants-là de vivre comme dans une famille. Plus grand, plus petit. Donc, comment je prends en charge le plus petit? Comment les plus grands vont aider les plus petits? C'est une merveille de les regarder vivre et de les regarder s'entraider, parce que naturellement, les enfants ils s'entraident, ils sont dans la bienveillance et de la bientraitance. Et ils sont résilients. Je crois que c'est nous, adultes, qui mettons ces éléments-là avec ce qu'on apporte. Et c'est pour ça que je dis qu'on veille, en tant que professionnel, d'être... je parlais d'émotion tout à l'heure, même si on parle de prise en charge. Mais pour moi, il y a deux volets. Il y a comment on va rentrer en relation avec l'enfant et comment nous, adultes, on va parler de ce qu'on a vécu qui peut avoir une répercussion sur l'enfant. Et en apprenant ou en allant vers ce qu'on a vécu, on va pouvoir devenir un adulte sécure, avec un espace sécure pour ces enfants-là. Mais quand vous recrutez des personnes qui interviennent auprès des enfants, vous avez des codes, des attentes particulières ou des exigences particulières? Pour nous, il y a deux volets. Il y a déjà le projet de l'association, le projet éthique de l'association, le projet social de l'association, le projet politique de l'association. Il ne faut pas se cacher. Bon, qu'est-ce qu'on veut pour ces enfants-là? Donc après, on l'a écrit dans des documents, avec des valeurs. Avec des représentations de notre vie, puisqu'il y a l'enfant, mais après, dans notre évolution, on parle d'un volet culturel. Donc on va parler carnaval, Noël, Pâques. Pâques, c'est autour du crabe, autour de la mer. Noël, c'est autour des couleurs. Carnaval, c'est autour des couleurs, des choses comme ça, mais qui vont aller vers ce que vit culturellement l'enfant dans son environnement martiniquais. Et puis après, va venir un deuxième volet, l'homme qu'on va recruter. Comment on va vouloir qu'il s'intègre à cette démarche. On va l'accompagner. Déjà, on va, comme tout recrutement, on va mettre en place un entretien, des grilles, et après, on va l'accompagner vers notre projet. C'est important, parce qu'il ne peut pas comme ça rentrer. Donc, il faut qu'il ait un cadre, pas un carcan. Et comment vous palliez aux difficultés qu'on constate aujourd'hui, que nos jeunes sont de moins en moins martiniquais, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une sorte d'universalisme, ils ont perdu toute racine tout contact avec leurs racines.
ça ne se transmet plus, on est plutôt dans une culture télé, universaliste, et d'ailleurs, ils partent et ils adoptent les mœurs de toutes les autres cultures en ayant perdu la leur. Comment vous détectez ça quand les gens n'ont pas... Parce que vous mettez l'accent, quand vous avez parlé de politique, moi j'entends bien que vous voulez fabriquer des enfants martiniquais. Maintenant, voilà, le personnel recruté, comment faites-vous pour qu'il soit... C'est lui qui construit cette martinicanité dans l'enfant, n'est-ce pas? C'est en fonction du projet de l'établissement. Oui. Qu'est-ce que l'établissement veut? Oui, bien sûr. Donc, on doit l'accompagner à accepter ce projet et à mettre en place ce projet, puisque dans l'accueil collectif, on va parler projet pédagogique, projet éducatif, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Nous, qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis, c'est vrai, le développement de l'enfant, les besoins tout à fait basiques et normaux, mais après, on va introduire les fruits locaux, on va introduire l'éveil sonore, mais avec les éléments, le tambour, avec ces éléments-là. Après, on parle créole aussi aux enfants. Et avec les enfants, tous ces éléments-là sont importants. Mais après, on ne va pas se substituer non plus à la famille. Parce que vous disiez, lors d'une rencontre, que vous aviez observé que nos enfants n'aimaient pas nos produits, l'eau de coco, des choses comme ça, et que les petits Français, au contraire, ils les appréciaient beaucoup. Et c'était quelque chose qui signalait une sorte de déconnexion des nôtres de leur propre culture, qu'ils ne transmettent pas à leurs enfants, n'est-ce pas? Oui, mais avec les parents, nous faisons ce travail-là, puisque c'est aux parents que nous demandons d'apporter. D'accord. De nous apporter ces fruits de proximité. D'accord. On invite les grands-parents à le faire avec les enfants. Mais quand l'enfant de 3 ans, 4 ans n'aime pas l'eau de coco, comment vous lui faites l'aimer après? Parce que c'est bien ce que je dis. C'est un processus. Si dès l'enfance, le plus jeune âge, on n'a pas habitué l'enfant à aimer ce qui est de son territoire, comment on fait pour... En lui proposant... Moi, je sais que chaque matin, on découvre un fruit, on découvre... L'enfant, on le lui propose, il ne va pas le boire aujourd'hui, demain il va le boire, il va voir les copains qui le boivent, et puis après, ça va rentrer dans ses Donc sans habitudes. violence, vous essayez de sans violence, de reproposer. Ouais. Il n'a pas accepté aujourd'hui, on repropose en permanence. On a quand même 52 semaines, 5 jours par semaine. Donc on le lui repropose. En permanence, et le goût doit être là. Le goût doit se former. On en parla avec notre médecin. Mais quand vous dites... moi, je sais que pas seulement chez nous, mais chez nous, c'est compliqué aussi. Vous avez des parents qui disent « pas moins, c'est moi qui dis ce qu'il faut lui donner ou pas, c'est moi qui ci, c'est moi qui ça ». Comment vous faites? Vous n'avez pas ces contraintes-là de parents qui vous disent oh, « oui, je ne veux pas que vous habituez mon enfant. S'il n'aime pas l'eau de coco, il ne faut pas le lui imposer. » Après, c'est la politique de l'institution. Moi, j'informe les parents avant l'arrivée à la crèche. Je fais une réunion d'information générale où je vais informer les parents de notre projet et de ce dont on veut pour les enfants qu'on a la charge. Après, on met en place un entretien individuel avec chaque parent, chaque famille, pour leur expliquer comment aussi on fonctionne, ce qu'on apporte aux enfants. Et à ce moment-là, le parent accepte ou pas que l'enfant intègre nos structures d'accueil. C'est un choix du parent. Et le parent doit donc vous déléguer l'autorisation, vous laisser le droit d'intervenir sur les goûts de l'enfant, parce que l'intérêt que les goûts soient formés à la base, on peut le voir avec les petits pots qu'on achète dans les supermarchés et qui transforment les goûts le goût de l'enfant. Et une fois qu'il est habitué à un goût, tous les pédiatres le disent, c'est très difficile de faire changer l'enfant. Et après, ça devient violent. C'est comme un enfant aussi qui a trop grossi pour essayer de le faire maigrir. C'est beaucoup, beaucoup de travail et de douleur parce que l'enfant souffre. Donc, quand on dit... c'est pour ça que nous,
nous nous intéressons à la petite enfance, hein, pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que c'est quand l'enfant est déjà ado ou pré-ado qu'il faut s'occuper de lui imposer des règles, de l'éducation. Et c'est ça, ce préjugé, pour moi c'est un préjugé qu'il faut casser, ou ce préjugement, il faut le casser. Dire à nos téléspectateurs que c'est au berceau que ça se joue. Et ça commence. Oui, ça commence. Enfin, oui. On ne va pas parler du ventre de la mer, mais enfin, voilà. on sait que ça bien c'est le ventre de la mer, chers téléspectateurs, n'oubliez pas. Mais nous, on parle, comme on parle socialisation, une fois que l'enfant est sorti, voilà, tout devient important. Tout est important. Voilà. Tout est important. Et donc, voilà. Tout est important dans la manière que l'on fait, dans la démarche que l'on entame, dans l'objectif, dans le chemin qu'on va prendre. La formation du goût, voilà. Et puis le parler, son la aussi. douceur de la voix, pas seulement crier. Je vois beaucoup de parents qui crient après les enfants. Aussi. Fais-ci, fais ça, tais-toi. Toute voilà. la journée, ça vous pète les tympans et vous sentez cette violence dans la voix. Et parfois, ils ne sont pas violents, ni délibérément méchants, mais c'est l'éducation. C'est ce qu'ils ont entendu. Voilà. Et ils répètent, et c'est horrible pour les petits, surtout qu'aujourd'hui, ils sont plus rebelles, hein, les enfants. C'est de donner à l'enfant un champ du possible, je dis aux parents. Ouais. Le champ du possible, mais pas le champ de l'interdit. Qu'est-ce qu'il peut faire là? Parce qu'il va monter sur la table, ok? Ouais. On va lui dire non, mais on va d'abord écouter son souhait de grimper. Donc, on va lui donner l'occasion de le faire. Peut-être pas sur la table, mais on a écouté. En le protégeant. On a entendu, Bien mais sûr. je parle en accueil collectif. On a entendu, donc on va mettre en place des jeux lui permettant ça. Peut-être que l'adulte, à ce moment-là, on n'a pas été assez attentif à l'écoute pour savoir, donc il nous le fait savoir, à nous d'apporter cette possibilité-là de le faire, de faire bouger son corps, mais de grimper aussi, de trouver l'équilibre, de rechercher l'équilibre, puisque c'est ce dont il a besoin. Tous ces éléments-là, donc c'est notre travail au quotidien. Donc ce que j'entends, c'est que vous dites aux parents, avant d'interdire et de dire à l'enfant, fais pas ci, tu vas te blesser, c'est d'accompagner son besoin de grimper, de le protéger et de lui demander éventuellement pourquoi il veut grimper. Mais s'il veut grimper, c'est qu'il a probablement un besoin. Voilà. Et c'est ça qui est très important, hein, chers téléspectateurs, que nous ne prenions pas l'enfant comme une espèce de petit jouet qu'on place et qu'on déplace. C'est un petit être humain. On ne sait pas ce qu'il y a qui se passe dans son petit cerveau, mais ça travaille dur. Hein. Et on le voit, ils sont occupés 24 heures sur 24. Si vous ne les mettez pas au berceau, ils sont occupés et ils sont, on dit papa, ti maman, comesse. On a beaucoup cette expression chez nous parce que l'enfant touche à tout. Et ça, c'est précisément sa fonction, sa place, son rôle, tout ce qu'on veut à cet âge-là, l'enfant touche à tout. Donc ça vous énerve beaucoup, vous tapez, vous criez, vous prenez parfois l'enfant par la peau du dos, vous le placez blip dans son berceau, dans un parc pour restreindre ses mouvements, etc. Si vous décidez de faire un enfant, il faut que vous lui consacriez le temps qu'il faut, parce qu'il va vous demander du temps. Et il ne faut pas commencer à le construire en le brutalisant, en le violentant et en lui disant qu'il n'a pas le droit de vouloir bouger, de vouloir monter sur la table, de mettre... Il y a des parents qui ont laissé l'enfant se brûler par méchanceté parce qu'ils disent, ok, apprendre comme ça. Non, pas besoin de le laisser se brûler, mais il y a des manières de lui faire comprendre que s'il met la main sur la flamme, elle va brûler. Mais au lieu de brûler le petit malheureux ou la petite malheureuse, voilà, trouver des solutions. Il y en a. C'est juste vous dire que la patience qui vous manque, il faut que vous la cultiviez. Elle est nécessaire, elle est indispensable à l'épanouissement d'enfants qui ne soient pas écrasés. Je trouve que nos enfants sont écrasés, sont fades, ils ont peur de parler, de se montrer, d'exister. Et on a parlé donc dans notre culture, vous avez une sociologue anthropologue d'origine guadeloupéenne qui est décédée maintenant et qui expliquait qu'on avait une forme d'éducation qui est basée sur pour l'autoritarisme, parfois même
sur les mauvais traitements et que ça créait donc chez l'enfant une espèce un substrat d'étrangeté. L'enfant grandit avec un sentiment d'insécurité et puis il a une faible estime de soi, il se sent incapable de prendre des risques, il n'ose pas, il est timide, et après il passe beaucoup d'argent de sa vie à essayer d'acquérir de l'estime de soi. Et vous voyez ça, vous pouvez le lui donner en cadeau merveilleux dès la plus petite enfance. Pour nous, on va le définir en 3 mots: découvrir, explorer, expérimenter. C'est ça. L'enfant a besoin de cela. Et c'est lui laisser une libre exploration éducative qu'il découvre par lui-même, par les jeux libres. Les jeux libres qui vont développer cette estime de soi, cette confiance en soi, la pensée créative, le jeu libre permet énormément de choses, mais reste à choisir les bons jeux et les bons jouets. Voilà, donc on va regarder un petit peu les jeux, comment c'est pour ça que nous avons Madame Andrivon Milton qui va nous parler de la façon qu'elle a eue de concevoir justement des jeux, parce que dans son expérience, elle a observé que nos enfants avaient beaucoup perdu contact avec cet environnement ludique. Ça ne veut pas dire qu'on n'en a pas, parce que les conditions dans lesquelles notre société est née font que, effectivement, nous n'avons pas un substrat de société qui nous a donné des jeux. On était dans les champs de cannes et de bananes à travailler à longueur de journée. Et quand les gens pouvaient se divertir, c'était caché souvent autour d'un tambour pour un peu de bellet, de machin que vous connaissez. Donc vous voyez, on ne dit pas que notre culture est pauvre. On dit que la dynamique, ce qui faisait que sortis du cadre africain et puis plus tard d'autres cadres, eh bien, les personnes n'ont pas pu transposer ici le rapport qu'ils avaient à l'enfant, parce qu'en Afrique, c'est merveilleux. L'enfant a un univers extraordinaire. Et il faut juste que vous écoutiez les contes, les jeux, et vous regardez. Et justement, Sandrine, pour les jeux, les contes qui sont, on dit donc que les enfants ont ce rapport c'est une façon de formater leur imaginaire. Mais j'ai fait une enquête et avec des jeunes de 9 à 16 ans, et ils n'aiment pas les contes. Ils ne se retrouvent pas dedans parce qu'ils trouvent qu'ils sont violents et qu'il y a peu d'enfants dans les contes. Forcément, c'est un monde d'adultes qui s'est retrouvé autour des plantations et qui va inventer des loisirs avec des préoccupations d'adultes. Donc vous voyez, rien qu'à regarder nos contes, vous voyez bien que l'enfant n'a pas de place dans notre société et que c'est petit à petit qu'on lui en donne une, mais pas forcément à partir de notre vision du monde. C'est pour ça que plus le temps passe, moins nous sommes martiniquais. Il faut comprendre cette dynamique-là. Alors Sandrine, vous vouliez nous expliquer comment... Alors effectivement, donc, comme j'ai dit, en interrogeant mes élèves, je me suis rendu compte qu'il y avait un manque sur les bases, mais vraiment dans tous les domaines, que ce soit culinaire. Je leur demandais est-ce qu'ils connaissent un filibo. Il y en a qui ne connaissent pas le filibo. Je leur demandais une question classique: quel est le nom du maire de votre commune? Il y en a qui ne connaissent pas le maire de la commune. Oui, c'est fréquent. Donc, des petites choses comme ça qui me font fait réagir. Et donc, je suis allée voir ce qu'il y avait à leur disposition comme outil dans les librairies, pour voir s'il n'y avait pas moyen donc, de leur faire acheter le livre, acheter des choses. Et puis, je constate qu'il n'y avait pas grand-chose destiné à notre jeunesse. Et d'ailleurs, quand on parle de petite enfance, pareil, je regarde donc, les puzzles pour enfants, les petits. Eh bien, il n'y a que des puzzles autour donc, de la marque Disney, sans la nommer. Moi, je n'ai rien contre, chacun fait ce qu'il veut, mais je me suis dit que ce n'est pas normal. Non, mais il faut que nos enfants se retrouvent dans leur jeu, voilà. Il ne faut pas qu'il y ait qui ne jouent qu'avec des Disney. Donc, d'où l'idée donc, de créer ceux-ci qui viennent de sortir. Je ne sais pas si on va le voir. Alors, je ne sais pas donc, ça, c'est un puzzle. Un puzzle pour les petits, 3 ans, 15 pièces, qui représentent chez nous. Qui représentent donc, on peut voir plusieurs choses avec l'enfant.
le rocher du diamant, la femme couchée, la yole, il y a la tortue, le crabe de l'ambi, il y a le cocotier, le mansolinier avec le trait rouge. Parce qu'à travers cela, ce que j'ai demandé à l'illustratrice, c'est de me mettre des éléments pour permettre d'avoir des échanges, pour que l'enfant se reconnaisse, pour qu'on puisse, à partir de cela, faire une discussion. Et puis, pourquoi pas, si on n'est pas du coin, l'emmener. Parce que ça aussi, c'est intéressant, hein, qu'on se déplace aussi dans notre univers. Et je me suis dit, voilà ça, c'est à chose. partir de 3 ans. 3 ans. D'accord. 3 ans. Alors, j'ai même une petite qu'il a fait à 2 ans et demi avec sa maman. Et moi, ce que je veux avec tous mes jeux, c'est justement ce rapprochement-là. Ce rapprochement. Et il faut expliquer, vous voulez expliquer pourquoi un puzzle, justement? Alors, pourquoi un puzzle? Simplement parce que c'est de la construction. Voilà. Donc, c'est de la construction. Ça se permet, on peut le jouer seul aussi. Oui. C'est très important. On peut le jouer seul, on peut le jouer aussi avec d'autres personnes, mais c'est surtout, ça permet donc de plusieurs compétences, hein, pouvoir créer le puzzle, reconnaître les couleurs, reconnaître les formes, avoir de la patience aussi. Un jeu de patience, Voilà, absolument. un jeu de patience. Et pour les petits, c'est vraiment intéressant. Alors, madame qui a en charge les petits, je ne sais pas si elle utilise aussi des puzzles avec eux dans la structure, mais c'est vrai que c'est très important de leur proposer des outils de chez nous. Donc, à partir de cela, ne serait-ce que ça, nous avons donc créé ce puzzle. Donc, c'est vrai que maintenant, j'ai eu des réflexions, oui, mais à quand le Morne Rouge, à quand les autres communes? Mais ça, c'est juste pour la parenthèse. On va y arriver Mais oui. au fur et à mesure. Et puis, vous n'êtes pas obligé d'être la seule à créer. Ah, voilà. Il faut que tout le monde s'y mette. Tout à fait. Il faut que tout le monde s'y mette. C'est ce que je répète sans arrêt. Tout à fait. Mais c'est très important que vous donniez l'exemple, puisqu'on voit que c'est possible. Et la question des puzzles, c'est un support éducatif très puissant. Parce que c'est un outil de discipline qui force l'enfant à focaliser son attention sur des pièces qui vont pas ensemble et qui l'oblige à trouver, donc à développer son sens de la logique, son sens de la patience, comme vous le disiez, et puis faire une œuvre complète, aller au bout de ça, ne pas laisser des morceaux éparpillés. Et tant que l'enfant n'a pas trouvé la pièce qui soit le sens du jeu, qui organise l'espace de manière tout à fait plane, il est en échec. Donc pour réussir, il lui faut trouver comment les pièces s'emboîtent et comment. Donc c'est très important qu'on ait ces puzzles. Et puis il y a aussi parfois des petits livres cartonnés pour les plus petits encore qui leur permettent de voir des images. Il faut que l'enfant se voie. Il faut que nos enfants se ressemblent dans leurs livres et il faut qu'ils comprennent qu'ils sont importants. Si vous ne leur donnez que des supports d'ailleurs, ils vont s'imaginer. D'ailleurs, ils se construisent en défaut. Parce que n'imaginez pas que l'individu n'ait pas un sens presque métaphysique de soi. Mais ce soi-là n'existe nulle part dans ces supports. Donc vous ne le faites pas émerger, vous ne le faites pas sortir. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'appuyer sur l'image de l'autre pour exister. Et après, on va le traiter d'aliéné, de débiellé, de tout ce qu'on veut, mais c'est nous qui fabriquons nos débiellés. Bon, nous, en tout cas, le système dans lequel nous sommes, parce que nous voudrions autre chose, mais parfois, nous n'en avons pas les moyens, parce que je suppose que tout ça, c'est un investissement important, financier. Ah oui, alors là, mon Dieu. Et comment c'est... Alors moi, je me qualifie comme étant une militante. Mais oui, bien sûr. Parce que je n'en vis pas du tout, je ne compte pas mes heures, mais je suis persuadée d'être dans le vrai. Oui, non, voilà. Il faut donner des supports à nos enfants. Je me suis persuadée parce que c'est vrai que c'est compliqué, c'est pas facile, hein, c'est dur d'arriver au bout. Mais c'est pas grave, j'ai la volonté, je suis déterminée. Et puis d'arriver, puis de trouver une forme d'unanimité, que les gens comprennent le sens du travail. Et à la limite, si on n'est pas content, mais que les critiques soient positives et fassent que les prochains mettent ci, mettent ça. Enfin voilà, c'est important. Et donc ça, c'est pour les plus petits. Oui, alors on a encore, donc à partir de 4 ans, encore notre forme de puzzle. D'accord. Donc là, nous avons 2 enfants qui sont au jardin, donc qui se promènent dans le jardin. Donc on n'a pas mis le nom volontairement parce que ça vous permet justement d'attiser la curiosité, mais ça nous permet donc de repérer donc les pitons du carbet, les arbres, l'oiseau. D'accord. J'ai vu qu'à chaque fois vous mettez un enfant blanc, un enfant noir. Pourquoi?
parce que c'est notre société. Bon, d'accord. C'est notre société qui est comme ça, donc j'ai pas voulu... Mais il y a aussi la possibilité de construire des couples appareillés, hein, enfin, Aussi. à mon avis. Tout à fait, non, mais bon, ce n'est qu'un début. C'est ça. Ce n'est que le début, justement, mais... Voilà, moi je vous le dis, Ah, mais c'est pas vrai. non, mais c'est pas contre ce que vous avez Non, je fait, sais. c'est aussi au niveau de la représentation, parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de faire les gens comprendre qui sont dans un groupe en fait et qu'ils peuvent être appareillés. Or, tout ce qu'on leur propose est dépareillé. Et ça, c'est les médias occidentaux français, c'est très puissant. On n'a que le modèle du métissage, du croisement de races. Et ça, moi, je n'ai rien contre ça. Je veux juste dire que l'enfant doit aussi avoir d'autres choix s'il en a envie et pas qu'on l'oblige à être dans un choix comme celui-là. Mais l'essentiel reste ce qu'on éveille, bien sûr, à travers le jeu, dans son esprit. Alors c'est très bien comme réflexion, c'est-à-dire que le prochain puzzle, on va tenir compte de C'est-à-dire de les la remarque. enfants existent et même si dans les cours de récréation, on voit de plus en plus d'enfants croisés, mais il y a des enfants ici qui n'arrivent pas à trouver leur place parce que voilà, ils ne sont pas invités aux anniversaires parce qu'ils sont trop noirs. Ils ne sont pas invités à je ne sais quoi, dans les télés, on ne les voit pas. Il faut donner à nos enfants. C'est pour ça que j'ai fait la poupée d'Isis et puis aujourd'hui les vacances d'Isis. Parce qu'il faut donner à nos enfants l'idée qu'ils sont beaux aussi. Ils sont ouverts aux autres. Ils n'ont pas de souci avec ça, mais on ne peut pas leur dire que tout seuls, ils ne sont pas beaux. Que tout seuls, ils ne forment pas un groupe, un couple, il faut forcément croiser, puisque, regardez, je ne veux pas prendre ça en modèle, mais tous les modèles des Occidentaux, c'est très, très rarement croisé. Les enfants sont deux petits blancs qui dominent le monde. Alors nous, on n'est pas dans ce modèle-là, mais il faut faire attention. C'est comme ça qu'on crée dans l'esprit de l'enfant sa représentation du monde et son importance dans le monde. Et il faut que nos petits qui ne sont pas ni milates ni blancs, qu'ils aient aussi leur place. Donc c'est un combat aussi que je Tout à mène. fait. Alors il y a aussi le fait que nous a fait la remarque, un professeur des écoles m'a dit fais attention à ne pas mettre qu'un personnage sur tes dessins, sur tes puzzles, Bien parce sûr. que c'est sexué et que le parent, s'il a une fille, il va pas prendre. Moi, je n'avais pas pensé à ça. C'est en discutant. C'est bien, donc c'est s'il a ça. une fille et qu'il n'y a qu'un garçon sur le puzzle, il va pas prendre parce qu'il a une fille. Donc pense à mettre les deux sexes. Donc ça aussi, ce sont des choses auxquelles il faut faire attention. Donc on a proposé ceci, donc 60 pièces, donc qui D'accord. permettent aussi aux enfants, donc beaucoup avec le choix des couleurs, hein, donc aussi très important. Donc toujours pour les petits, on a aussi donc un loto. Alors le D'accord. loto se présente ainsi. Vous avez 10 planches. 10 planches avec des images. Hein. Et puis vous avez ce qu'on appelle des vignettes. Donc c'est comme le bingo de notre enfance. Donc nous devons à tour de rôle demander qui est-ce qui a le torgiléo, donc bien prononcé, montrer l'image et sa personne qui a rempli sa planche. La première a gagné. Voilà. C'est ça. Donc ça aussi, toujours montrer Donc les images, parler, prononcer, oser aussi s'affirmer parce Voilà. que ça donne. Et puis l'attention, la focalisation sur un support pour dire je reconnais. Voilà. Entre la pièce détachée et la pièce. Voilà. à fait. Donc ça stimule j'aime beaucoup. beaucoup. Le choix de la dimension, c'est C'est selon la dimension classique. la classique. Mais on peut reproduire ça plus large. Plus large. Pour tout les à fait, plus pour les petits, plus- tout à oui, fait. Voilà. Que ce soit plus malléable, tout à fait. L'idée, c'est qu'on voit que nous pouvons créer des supports de chez nous. Et à ce moment-là, comme dans toutes les sociétés, soit on agrandit, on améliore, on ajoute Tout à des fait. images. Et pour montrer plus la pluralité de notre société, eh bien, on met aussi... il y a des petits Indiens, il y a des petits Haïtiens qu'on ne voit pas du tout, ces enfants-là. Donc voilà, c'est tout ça. Mais je trouve très, très intéressant. C'est pour ça que je voulais que vous veniez nous en parler. Qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce que Sabine nous montre là? Déjà y penser, c'est déjà très C'est important, voilà. et très intéressant parce que même moi, pour m'approvisionner en jeux jouets, au démarrage, c'était très, 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 très compliqué parce que trouver des poupées de couleur noire, c'était pas évident, pas du tout évident. Donc, on a dû faire des commandes et tout ça pour que les enfants puissent se retrouver aussi. Après,
trouver des images. On a dû confectionner, moi, par exemple, quand on veut travailler Pâques avec le crabe, on a dû faire nos propres supports. On les a confectionnés. Après, pour les chansons créoles, il n'y en avait pas beaucoup, donc j'avais des tatis qui aimaient. On a fait aussi des chansons créoles pour pouvoir chanter. Il y a Imani qui a créé une chanson, non, pour les enfants. Voilà, un jour, elle viendra nous en parler aussi. Tous ces éléments-là, on a dû construire. Moi, je parle de ça il y a 30 ans. Maintenant, ça devient un peu plus facile. Mais on était déjà dans... Il faut absolument être dans cette dynamique et ancré. Parce que moi, j'ai travaillé aussi à Paris. J'ai travaillé en Martinique. Donc, à Paris, ça ne me dérangeait pas. J'avais des outils adaptés. Et puis en Martinique, je voulais aussi des outils adaptés à notre environnement. Et donc, on a fait des photos de fruits à pain, on a fait des photos de coco, on a fait des photos de tout. Donc, on a des supports que nous avons construits nous-mêmes. Donc, on sent bien que vous faites intervenir l'environnement de l'enfant dans votre projet. Sa dimension politique intègre l'environnement géographique, culturel et puis végétal aussi de l'enfant. Ouais. Et ça, c'est très important parce que moi, j'ai besoin aussi qu'on parle du goût, peut-être avec notre médecin, mais sur la question des jeux, il faut que l'enfant, quand il touche, manipule, organise le monde dans sa tête, qu'il dit « ça, c'est à moi, je fais partie de ça ». Or, dans le système éducatif traditionnel, enfin, français adapté à la adapté, en tout cas transposé à la Martinique, l'enfant, dans sa petite tête, il vit ailleurs, il se représente tout le temps les choses, ça lui demande un effort d'abstraction très fort et il n'est jamais enraciné, il est flottant. Ça, c'est cela qui explique pourquoi nous sommes très détachés aussi de cet environnement. Donc, il est important qu'on comprenne que quand on pose des choses dans l'éducation de l'enfant dès le plus jeune âge, si l'enfant ne se projette pas, ne voit pas autour de lui ce qu'on lui apprend, ne s'identifie à rien, on en fait une espèce d'individu flottant qui appartient à l'ailleurs, et c'est comme cela que notre jeunesse nous échappe aussi. Mais c'est lié pas seulement à la méconnaissance des parents, c'est lié juste au fait que y a des supports qui viennent d'Europe et d'ailleurs, et voilà. On dit, à tel âge, l'enfant fait ci, fait ça, et on fait abstraction de votre milieu, on fait abstraction de son appartenance ethno-culturelle, on fait abstraction de tout ça, mais c'est pas possible, ça ne se fait pas ailleurs. Et si ça se fait chez nous, c'est parce que les conditions dans lesquelles nous sommes socialisés nous détachent à mesure que nous avançons de nous-mêmes. Donc, on a des jeux pour 3 ans, 4 ans. 3 ans, 4 ans, 5 ans. On a aussi quelque chose qui est connu, c'est un memory. Donc, nous avons des images. C'était bien le memory, oui, je me rappelle. Voilà, donc on met sur un plan de travail et on doit trouver les paires à tour de rôle. Donc, pareil. Bien à l'écran. Donc, donc ça, c'est d'hibiscus. Ça, c'est d'hibiscus. Le mot est écrit. Et l'enfant va le mettre comment? Alors, on doit positionner sur une table plusieurs images. D'accord. Donc, retourner. Et à tour de rôle, on doit tourner. On soulève, voilà. Et on doit trouver la paire. D'accord. Donc, on a le colibri, on a 50 images comme ça. Donc, ce qui fait qu'on peut adapter. Ça, c'est bien, ça, c'est très beau. C'est vraiment intéressant. Alors, oui, ça, c'est beau. Je tiens à signaler que ce jeu a plus de succès auprès des adultes que des enfants. Ah oui, mais si on les met ensemble, c'est un jeu qui réunit la famille. Ah, tout à fait. Sincèrement, moi, c'est ma plus grande joie. C'est d'entendre des mamies me dire « Madame, j'ai joué avec mes enfants. Ils ont déposé leur portable. » Voilà, c'est ce qui nous manque. Et ça, moi, j'ai gagné parce que je recherche justement cette intergénération pour pouvoir ressouder les liens, remettre ensemble. Très important. Absolument, très important. Donc, on a le memory, qui fonctionne très bien avec des choses de chez nous, le tombolo, le mango, avec etc. des images l'enfant, quand on va sortir avec lui, il va dire « Ah tiens, ça c'était... » J'ai vu ça. Voilà, j'ai vu ça, ou bien ça c'est bien de chez nous. Et l'enfant va se connecter à soi-même parce qu'il il reconnaît son environnement. Ce qui n'est pas le cas avec beaucoup d'outils qu'on utilise dans nos écoles.
Et puis, donc ça, c'est autant qu'on peut, même à partir de 3 ans, je suppose. Oui, puisqu'il y a des images, il n'y a pas à lire forcément. Avec les grands-parents, les parents. La reconnaissance de l'image ne nécessite pas finalement C'est la formidable, lecture. oui. Et donc, alors ces jeux sont dans un coffret, parce que j'ai voulu aussi refaire les coffrets de notre enfance. Enfin, je ne sais pas si ça a été le cas chez vous, mais moi, je sais que de mon enfance, j'en avais le petit coffret de jeux, et avec le jeu de dames, le jeu de roi, les petits chevaux, etc. Et entre-temps, ça a plus ou moins... je ne vais pas dire disparu, mais c'était moins présent. Non, on fait des cartons un peu... Voilà, c'était moins présent. Et je me suis dit, bon, on va refaire quelque chose comme ça, mais à la sauce locale. Voilà, donc on va remettre. C'est ça. J'ai rien inventé, j'ai simplement repris les idées. J'ai mis à la sauce locale, donc on a fait le loto, le memory. Et j'ai fait aussi donc un jeu de loi que j'ai appelé le jeu du manicou. Tout à fait. Voilà, donc c'est exactement le même principe que le jeu de loi. Voilà. Donc avec les 63 cases, mais avec des éléments de chez nous. De chez nous, pareil, tout à fait. un plateau de jeu avec lequel on se replonge. Ouais. On se replonge avec donc les acras, le tambour, le cinobol. Mais oui, donc, tout à fait. Donc dans tous les jeux de loi... Le filibot. Vous avez donc la vannerie. Oui. Dans tous les jeux de loi, donc il y a toujours une prison. Donc j'ai mis le cachot de Cyparis. Donc là aussi pareil. Hein. Bien historiquement, ça permet de développer. Coco, papaye. Dans tous les jeux de loi, vous avez une tête de mort. Donc j'ai remplacé par l'éruption de la montagne Pelée. Donc le même contexte. C'est-à-dire que ce plateau-là en lui-même, en termes pédagogiques, il peut aussi permettre de faire plusieurs... Il y a une belle carafe en terre cuite, voilà. c'est magnifique. Donc c'est le même principe. Donc avec notre roi est remplacé par un manicou. Vous avez donc, on retrouve donc Aimé Césaire, le pont donc du prêcheur, etc. Donc vraiment, c'est ce que j'ai voulu. Oui, c'est enraciné. Voilà, s'enraciner. Voilà. Et doucement. Doucement, c'est-à-dire qu'on s'amuse, on ne se rend pas compte, mais on apprend des choses. Absolument. Et là où j'ai vu que ça marchait, c'est parce que dans le jeu, alors j'ai créé aussi un jeu 9 familles, alors c'est pas 7, c'est 9 pour avoir plus de connaissances. Et il y a une mamie qui est venue me dire, Madame, ma fille connaît les cartes par cœur. Super. L'enfant a appris carrément. Mais on n'imagine pas quand on donne des supports à nos enfants, même avec la poupée d'Isis. Moi, ce que j'ai vu les enfants faire de ce livre-là, j'étais stupéfaite. C'est pour ça que je dis qu'il en va de notre responsabilité, même si on n'est pas soutenu, qu'on n'a pas de moyens, mais si autant de Sabine, autant de Sonia font des petites choses à petite échelle et qu'après on peut... Parce qu'il faut des modèles en fait. Oui. Après, une fois qu'on a fait, vous voyez, beaucoup de gens imitent. J'ai vu. Tant Beaucoup mieux. de gens imitent, mais c'est comme ça pas grave. qu'une société fonctionne. Et donc, il faut les laisser reprendre, imiter. Du moment que ça reste, ça nous enracine, et que l'esprit, c'est ça. C'est de dire, c'est bagaille nous, c'est à nous, on travaille autour de nous. Et surtout, on veut des enfants qui disent... C'est quoi? Qu'est-ce qui fait ma différence entre moi et un tel qui vit à 10 000 kilomètres? Eh bien, c'est que j'ai cet environnement, j'ai ces supports, ces artisans, ces hommes politiques, et c'est ça qui est formidable. Mais il faut le donner à voir à l'enfant. Et c'est le travail des pédagogues. Moi, je trouve qu'on a beaucoup tardé parce qu'on a beaucoup remis en cause tout ça, mais heureusement qu'il y a des gens comme Sabine qui dit « Bon, j'ai critiqué, mais alors qu'est-ce que je propose ?» Et c'est ça qu'il faut. Il nous faut des gens qui proposent. Tout à fait. Et c'est ce qui me motive, parce qu'en plus, je suis déterminée, parce que je me dis, on ne va pas attendre que ça tombe du ciel non plus, que quelqu'un vienne d'ailleurs nous le montrer. Personne n'a intérêt à ce que vous deveniez martiniquais. Donc, c'est à vous de savoir que vous voulez rester martiniquais. Tout à fait. C'est bien. Donc, alors, vraiment, les idées s'enchaînent. Il y a plein de choses. Donc, j'ai parlé donc, du jeu de cartes 9 familles, qui a eu un très grand succès, qui a été notre premier jeu d'ailleurs, que j'ai testé avec mes élèves. Et je peux vous assurer que ça fonctionne parce que au départ, je fais ce qu'on appelle... j'interroge les préacquis, ce qu'ils savent. Donc on prend une feuille, on est en cours, je leur demande de me donner 6 noms de fruits, de fleurs, de légumes, des choses de chez nous, de personnalités. Et c'est là que je vois que bon, c'est pas toujours bien rempli, c'est pas su, et on joue 2 parties. Et à la fin, je redonne la feuille, et je vous assure qu'elle est beaucoup plus complète. C'est pas complètement, c'est pas vrai, je vais pas dire que c'est... Mais il y a des acquis l'espace d'un jeu. Voilà, c'est ça qui est important. Et là, le fait d'avoir dit, donne-moi le Bougainvilliers, donne-moi Édouard Glissant, donne-moi la patate douce, ben voilà, ben ils ont, et à force de jouer, parce que tout au long de l'année, Madame, allons jouer. Je dis non, on n'est pas venu pour ça, on ne peut pas faire ça toute l'année. Mais c'est vrai que la veille des vacances, ben, eux-mêmes, ils réclamaient le jeu. Madame, allons faire une partie.
Et ça, c'est important. Non, mais on sait qu'autour du jeu, quel est le rôle du jeu dans la vie d'un enfant? Entre 0 et 6 ans, la vie n'est que jeu pour l'enfant. L'enfant n'apprend le monde qu'à travers le jeu. Qu'à travers le jeu. Alors? L'enfant n'apprend le monde qu'en jouant. Et qu'à travers le jeu. Voilà. Et tout est jeu pour l'enfant. C'est ça. Et on ne peut pas dire qu'il faut qu'il comprenne que manger, se changer, l'enfant le fait de manière ludique. Et c'est comme ça que l'enfant apprend. Tout est jeu. Et tout, il transforme tout ce que vous lui mettez entre les mains en espèce de truc. Et quand vous êtes pressé, vous êtes stressé et tout, vous le chamaillez, vous le chahutez, ou bien, oui, on dit ça, ou bien, je ne sais pas, et vous perturbez sa petite adaptation, parce qu'en fait, l'enfant s'adapte à la situation. Ah bon, il faut s'habiller, eh bien, le vêtement, tout ce que vous lui donnez, il va l'utiliser, l'instrumenter pour faire, pour réaliser c'est son petit besoin de dire j'existe. Et voilà, donc tout est important et on voit que cette dimension du jeu, d'ailleurs, vous avez des lycéens, Sabine. Eh oui. Et vous dites combien ils sont attachés au jeu. Ah oui. C'est vous dire que nos petits, c'est encore plus fort. Tout à fait. Alors, c'est vrai que les lycéens, alors, ils me disent que chez eux, ils ne jouent pas tellement. Ils ne jouent pas, je sais. Donc, pour eux, que j'arrive, je leur dis, on va jouer, madame, à l'école. Oui. Je dis, oui, on va jouer. Allez, on arrête tout. Parce que je sens, des fois, il y a des tensions. Je sens que... Puis en plus, moi, j'utilise le jeu aussi pour pouvoir les rapprocher certains. Absolument. Les petits qu'on laisse de côté. Viens, mets-toi dans ce groupe-là, voilà. etc. Donc ça aussi, ça permet donc cette socialisation, de convivialité. Et entre eux. Et des fois, j'utilise le jeu pour ça. Quand je sens qu'il y a des tensions, quand je sens que... Je dis, bon, allez, on dépose tout, on fait une petite parentie, on s'amuse. Il y en a qui me disent, on va jouer. J'ai dit, oui, on va jouer. Ouais. Mais ils n'ont pas idée que derrière, on va jouer. Il y a la pédagogie, il y a quelque chose. Travail, etc. Donc, je désigne le meneur. Des fois, le plus timide est le meneur. Moi, madame, pourquoi? Moi, je dis, mais si tu pourras faire ça, allez. Mais ça seulement, ça lui redonne confiance en lui. Absolument. Il a été meneur dans le jeu. Oui. C'est lui qui a dirigé la partie. Et on a gagné en confiance chez lui. Et ça aussi, il faut savoir utiliser tout ça pour les amener à reprendre confiance en eux, parce que beaucoup d'enfants ont des problèmes à cause de ça. Absolument. Alors, il y a aussi... Donc, mais ce que vous disiez, Sabine, m'intéresse beaucoup. Vous disiez, les enfants disent qu'ils ne jouent pas beaucoup chez eux. Hein? C'est vrai. Vous avez observé ça, ou bien, comme vous les faites jouer, les enfants disent, on ne joue pas beaucoup. Il y a très peu de familles où on va trouver cette idée que l'enfant, surtout ce genre de jeu éducatif, on va acheter des machins dans le supermarché que l'enfant casse en 2 temps 3 mouvements. Et Sonia disait une fois que les enfants, en fait, ce sont des jeux occupationnels. Ce ne sont pas des jeux qui éveillent le potentiel de l'enfant. Oui, est-ce que vous voulez développer? Il faut des jeux qui donnent à l'enfant à construire autour et avec. À construire, déconstruire, reconstruire, le reconsidérer, le revoir. Moi, je sais que quand j'ai des enfants de 2 ans, il faut des jeux que les enfants puissent jouer de 2 ans à 6 ans avec, mais qu'ils puissent le voir évoluer et faire évoluer ce jeu-là. Souvent, on achète des jeux qui permettent une fonction. Donc là, c'est pas possible. Et une fonction, mais dirigée en plus. Il faut appuyer sur un bouton, faire la voiture partir, voilà. ou bien une poupée qui dit toujours la même chose. Donc, il vaut mieux laisser l'enfant faire dire les choses à la poupée. Il vaut mieux que l'enfant fasse faire des choses au jeu et avec le jeu. C'est ça qui est important. Voilà. Et c'est comme ça qu'on voit que l'enfant va construire sa pensée pour aller vers une pensée opératoire vraiment bien et puis définie. Il n'est pas du tout passif devant l'objet. Donc vous avez compris, chers téléspectateurs, ne pas acheter des jeux qui occupent l'enfant, d'ailleurs qu'il va casser en 2 temps 3 mouvements. Il faut lui acheter des jeux qui le rendent acteur, ou qui le rendent, acteur de ce qu'il fait, de l'utilisation qu'il va en faire. Si ça se casse, ça fait rien. Mais ce qui est important, c'est que à travers la dynamique, la relation qu'il aura avec l'objet, il va s'inventer, se structurer, et puis il va venir vous dire j'ai inventé une histoire, je peux te la raconter, ou bien j'ai parlé avec la poupée ou la popote, et puis voilà, elle m'a dit des choses, je lui ai fait dire des choses, mais je suis
tout le temps acteur, actrice de l'objet. C'est pas l'objet qui me mène. J'ai pas besoin passer mon temps à appuyer sur un petit bouton pour le faire courir à droite à gauche. J'ai besoin que l'enfant se diversifie, un peu comme à travers les jeux. Donc avec les puzzles, l'enfant réfléchit, il est maître du jeu. Il réfléchit et il maîtrise aussi la situation. Donc et puis, c'est vrai qu'on parle... il y a les âges aussi, hein, Sonia. À chaque tranche d'âge correspond un type de jeu d'éveil. Un type de besoin, je veux dire, oui. Construire, déconstruire, encastrer. Et ces enfants vont travailler leur corps, le développement de leur corps, des capacités motrices globales. Après, l'enfant va développer l'appréhension, la main, après pour aller vers l'appréhension fine. Et tout ça, l'enfant peut le trouver aussi dans la nature, dans le monde qui l'environne. Pas obligatoirement à leur acheter des jeux et jouets. Il peut... Un carton qu'on a déballé et puis l'enfant peut jouer pendant longtemps avec. Absolument. Cachette, sortir, entrer dedans, dehors, avec un carton seulement. Après, avec ce carton-là, l'enfant peut dessiner, peut faire de la peinture. Après, on peut enlever une première partie sur le carton, la partie gondolée, l'enfant peut toucher. Et puis il joue à se faire disparaître dans ces objets-là. On peut faire énormément de choses. Et souvent, les parents, je ne suis pas contre les jeux qu'on fabrique aussi, c'est nécessaire. Donc, les parents doivent pouvoir laisser les enfants jouer ou jouer avec, pouvoir se mettre à quatre pattes avec son enfant. Avec son enfant, tout à fait. Et ce que vous dites est important parce que c'est pas parce qu'au panier l'argent qu'on peut pas quitter. Ça n'a rien à voir. Le besoin de jouer qui fait partie de l'univers de l'enfant. Comme vous l'a dit Sonia, l'enfant entre 0 et 6 ans n'est que jeu. L'enfant n'évolue que comme ça. Quand vous lui donnez déjà à s'occuper des cochons et des lapins, bon, peut-être qu'il y a des endroits aussi. Si c'est un jeu pour lui, oui, mais pas occupé de bêtes là, de machin, pour qu'il soit déjà responsable et qu'il prenne des coups quand il a mal, le lapin est mal parti ou que le cochon est tourné, voilà, s'en est retourné dans la nature. Vous comprenez, à la limite, le mettre au contact des bêtes, mais en l'accompagnant pour ne pas se faire mordre et puis ou bien blesser, mais le laisser. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent pour avoir un enfant épanoui. Mais si vous avez cette possibilité de lui acheter des supports qui vont l'aider, faites-le. Mais enfin, vous voyez, le jeu, l'enfant transforme tout. C'est ce que vous dites, Sonia. Tout est transformé en support de jeu. Même dans un carton, l'enfant peut s'enfermer et vous dire, je suis plus là. Et il faut il s'est rendu invisible parce que c'est important pour lui de vous taquiner, mais aussi de se dire, je me fais disparaître. Ça a du sens pédagogiquement pour un enfant de dire, je ne suis plus là, je n'existe plus. Et donc, il faut me réinventer ou me retrouver. Donc, soyez à l'écoute de tout ce que vous voyez l'enfant faire. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est de l'aider à mettre sa main sur la flamme pour qu'il éprouve vraiment qu'en faisant ça, voilà, vous le punissez de cette façon-là. C'est pas un adulte qui est en compétition avec vous et qui veut vous embêter, délibérément. C'est un enfant qui explore le monde. Laissons nos enfants explorer leur monde, leur environnement, et donc leur donner des supports qui les ancrent, qui les vraiment leur permettent de s'identifier et de s'épanouir en n'ayant pas le sentiment qu'ils sont des demi-portions et que seuls les autres sont importants. Et bien, voilà, c'est ça l'essentiel pour nous dans l'émission de cet après-midi, faire passer cette idée-là. Tout à fait. Voilà. Vous vouliez continuer, Sonia? Non, que le jeu a en permanence du sens pour l'enfant et que l'adulte doit rentrer dans le monde, déjà essayer de redécouvrir ce qu'on a été enfant, puisqu'on a été enfant, et de pouvoir rentrer dans le monde des enfants et de ne pas emmener l'enfant dans le monde de l'adulte. Exactement. Et c'est ce qu'on voit faire maintenant pour qu'ils grandissent vite, les préparer à entrer à l'école maternelle, les préparer à ceci, les préparer toujours à quelque chose, mais laisser les enfants vivre ce dont il a envie, ce dont il a besoin de vivre, et progressivement l'enfant va aller, et ça va être un élève épanoui demain que vous recevrez. Ah oui. Hein? Et puis ça va vite. Après, une fois que l'enfant a passé tous les stades dans les règles,
Après, c'est une petite oui. flèche. Ah oui. On n'a plus besoin de rattraper, faire des cours de ci, de ça, et puis se désespérer de le voir devenir un cancre, au contraire. Et Sabine, vous conseillez aux parents de jouer avec les enfants. Ah oui, alors là, je réitère encore ma demande. Parents, prenez un temps, déposez les choses et puis asseyez-vous là avec eux et jouez avec eux. Il y a en termes d'échange, il n'y a pas mieux que ça que de changer avec l'enfant sur les jeux. Et puis en plus, par rapport aux images qui sont dans les différents jeux, ça peut donner lieu à des histoires de famille, personnelles, ça peut à des souvenirs et des échanges. Moi, une amie m'a dit qu'avec le plateau de jeu, elle n'a pas joué, mais avec le plateau de jeu, sur chaque image, elle avait quelque chose à dire. L'iguane, elle en avait vu, elle avait vu des iguanes à Fort-de-France, près du monument aux morts, près de la savane. Tu connais le monument? Elle m'a dit, madame, on a fait le tour du plateau de jeu. Sans jouer, mais on a appris énormément. C'est magnifique. Et ça c'est ce que et puis ils avaient une manière de nommer les choses, ou bien l'utilisation qu'ils faisaient des hibiscus pour faire des shampoings, Voilà. ou bien mais c'est ça, ancrer les gens dans leur... Et vous voyez, tout ça, notre public, notre peuple ne le réclame pas, mais quand vous le lui donnez, vous voyez, vous sentez que les gens s'épanouissent, et ça veut dire qu'on les a privés de ça tout à fait. Et quand c'est un révélateur que de voir réagir les gens à une proposition de produits nouveaux. Ces produits-là qui nous parlent de nous, de tout près de nous, de notre intimité, eh bien ça nous manque. Et c'est parce qu'on voit le bonheur qu'on crée au nôtre que on veut inciter les gens à inventer, à créer. Qu'est-ce que vous aviez d'autre? Alors voici mon jeu phare. Alors celui-là, la Martinique au bout des doigts. Alors là, vraiment... Voici un jeu qui réconcilie les Martiniquais avec eux-mêmes. D'accord. Alors, vous pouvez jouer avec voilà, là on voit la couverture. La Martinique au bout des doigts. Alors, c'est un jeu qui se joue en équipe. Alors, c'est pas pour les petits. C'est vraiment un jeu à partir de 12 ans. Mais qui permet une émulation. Parce que pas plus tard qu'hier, j'ai fait encore une démonstration parce que j'en fais régulièrement. Et les gens sont sortis de là, mais ravis, mais en même temps déçus parce qu'ils se disent... Oh là là, je connais pas ma Martinique alors. Ah voilà, c'est bien non. Et voilà, et à partir de cela, ils s'y mettent. Alors c'est un jeu qui est très simple, donc c'est un plateau de jeu avec une carte de la Martinique. Il faut se déplacer en répondant à des thèmes tirés au sort. Donc on a 1 minute 30, je donne un exemple, pour citer 10 quartiers de Sainte-Marie. Alors quand on habite le coin, puis c'est peut-être facile, mais quand on habite... ah oui, ailleurs. Voilà. 10 coureurs cyclistes aussi. Voilà, il y a des coureurs cyclistes, il y a des musiciens, mais vraiment j'ai essayé de brosser tout ce qui nous entoure. Et vraiment ce jeu-là est intéressant parce que les gens me disent que waouh, fiche qu'il y a des choses en Martinique que je ne savais pas. Ah voilà, c'est bien, voilà. Ça, c'est très Fiche riche. que... Et puis en plus, il y a des cartes aussi qui sont liées aux souvenirs, les anciennes dancing et boîtes de nuit qui ont disparu, les anciens cinémas, donc les anciennes commerciales qui n'existent plus. Donc ça aussi, ça donne lieu à des échanges entre les participants. Voilà, ils oublient qu'ils sont dans un jeu qui a un chronomètre. Il faut chercher des dancing. Ah oui, j'ai connu un tel... Donc c'est vraiment le fou rire, c'est ça. Et c'est ça qui peut, dans le lien intergénérationnel que vous voulez consolider, c'est ça qui peut dire, la mémoire elle est là. Mais moi, quand je vois tout ce dont on prive notre population, je suis désespérée. Quand j'ai décidé d'être chercheur sur nous, je sais que nous sommes un peuple riche, extraordinaire, et que nous n'avons pas ça. Et en même temps, on n'a pas l'impression que ça nous manque. Mais quand on nous dit qu'on a ça, on est dans quelque chose même d'un frémissement, d'un regret, du sentiment d'avoir perdu des choses et du temps. Alors, je te rejoins. Alors, ça peut être du hors-sujet, mais ça parle un peu de ce que tu dis. Quand j'ai fait mes recherches historiques et que j'ai découvert que les Martiniquais étaient à la guerre, ça, jamais on en avait parlé avant. Moi, quand on parlait de la Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, pour moi, ça concernait les gens là-bas. Mais on ne m'avait jamais dit que, quand même, en Première Guerre mondiale, 9000 Martiniquais sont partis, 2000 ne reviennent pas. Et puis sur le front. Donc, ça m'avait vu. C'est pas possible. Et puis, je regarde les livres nationaux, on ne parle pas du tout de ça. On ne parlait pas de la participation des Antillais-Guyanais dans les conflits. Donc, ça a été à force de combats, de conférences, de colloques. Maintenant, voilà, on a remis les choses en place. Et oui, c'est vrai que on ne parlait pas de nous.
Ouais. Non, mais jusqu'à maintenant, il y a des personnes comme toi qui font ce travail-là, donc on va parler de ça. Mais de manière globale, nous ne parlons pas de nous, nous ne connaissons pas. Et le travail que veut faire Sonia est vraiment un parcours du combattant, parce que Sonia, faire ça dans le centre, c'est bien. Mais une fois que l'enfant sort du centre, comment on le maintient dans cette idée qu'il appartient à un peuple, à une culture, et qu'il faut transmettre? Parce que la question, à travers ce que vous faites, le jeu Sabine, on a cette idée, si les grands-parents se mettent avec les parents et les enfants, des jeux de famille, on est assuré qu'une forme de transmission va opérer. Une fois qu'on a lâché les enfants donc dans la nature, Sonia, qu'est-ce que... On ne travaille pas à les lâcher dans la nature, mais non, mais après, ils appartiennent à leurs parents. Immanquablement, ils appartiennent à leurs parents. Donc là, au niveau de notre association, on est en train de faire un travail pour continuer avec la famille, pour déjà l'enclencher au sein de la structure avec les tout-petits, parce que c'est là que se crée le lien. C'est là qu'un parent aime. Les parents aiment toujours leurs enfants. Absolument. Mais après, quand ils commencent... On a mal aussi. Hein? Voilà. Donc, à ce moment-là, construire ce lien-là, au travers de jeux différents et au travers de pratiques aussi, par exemple, de mettre en place des instruments de musique comme on faisait dans le temps. C'est tout un travail comme ça qu'on compte faire avec les parents. Et pour sortir dans les cours, des cours didactiques, on va leur dire ne pas le mettre devant la télé, tout ce qu'on sait déjà, ne pas manger trop sucré, ne pas. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment faire et comment construire? C'est notre travail. Donc de trouver des solutions et de mettre en place, de trouver des solutions, de faire des propositions et de mettre en place des actions. Non, mais c'est vrai que quand on a tout à faire. Oui. Tout reste à faire. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on se rende compte que le système dans lequel on est ne nous permet pas ça, mais quelque chose en nous motive pour faire exister auprès aux yeux des nôtres qui n'ont pas le temps, ni les compétences, ni quoi que ce soit, pour faire émerger cette partie de nous qui est une sorte d'iceberg en immersion à 90%. 10% de nous serait éventuellement en immersion et en immersion, à l'extérieur, visible. 10% à peine. Mais tout le reste de nous est caché parce que, justement, on gagne sa vie avec ce que le système nous propose. Et puis, c'est vrai que pour beaucoup de gens, c'est pas important, finalement. Oui, parce qu'il y a des choses qui remplacent ça. Tout à fait. Et moi, j'étais stupéfaite parce que je le disais à un parent, c'est quand même dommage que les enfants ne puissent pas connaître l'emplacement des communes. On a 34 communes. On aurait dû pouvoir les connaître, ne serait-ce que ça. Et la dame m'a sorti, moi, ça ne change rien à ma vie de connaître ça. Voilà. Donc, et bien, qu'est-ce qu'on transmet à l'enfant quand on est comme ça? Vous savez, Et les touristes qui viennent ici, d'ailleurs, ils ne nous demandent rien. Ils ont leur carte et tout ça. Et dans leur imaginaire, nous sommes des espèces d'ignorants définitifs. et c'est vrai que c'est rare de demander son chemin à Martiniquais et de trouver l'endroit. C'est très rare. Et ça, c'est assez affolant. Mais il n'y a pas que ça. On est déconnecté de tout cet environnement qu'on aime pourtant, mais on l'aime mal, comme on s'aime mal aussi. On ne se dit pas, on est tout le temps dans des formes de relations qui tirent vite au conflit parce qu'au fond... tout ce substrat de culture, de connaissance de nous qui nous aurait donné la patience envers nous-mêmes, on ne l'a pas. Donc on est quoi? On est assez flottant et puis boum, boum, boum toute la journée parce qu'il nous manque ce soubassement. Et ce soubassement, c'est la connaissance, c'est la culture, c'est le savoir que j'existe. Je ne suis pas ton concurrent ou quelqu'un qui va prendre ta place, je suis toi, parce que nous sommes un collectif. Cet esprit-là, on ne l'a pas appris. Vous avez encore un jeu parce que je voudrais encore écouter Sonia. Oui, alors on a un dernier jeu qui vient de sortir depuis hier. Il est arrivé hier, c'est un jeu de cartes. D'accord. Toujours le principe. Alors j'ai observé des enfants qui jouaient avec passion à un jeu qui s'appelle le Mistigris.
Oui. Je me suis penchée, je me suis dit, qu'est-ce que c'est? Je ne connaissais pas. Et puis je me suis dit, tiens, mais on peut le transposer à notre société martiniquaise, ce Mistigri. Et donc j'ai créé un jeu de cartes que j'ai appelé le cheval trois pattes, parce que le Mistigri, c'est un personnage mystique. Et donc je me suis dit, notre personnage mystique peut être un cheval trois pattes. Et donc j'ai recréé carrément le jeu que j'appelle le cheval trois pattes. Donc c'est le même principe. Il faut faire des paires. C'est en français, enfin, on a ce qu'on appelle le pouilleux. Voilà, donc on peut jouer ça à quoi? Jusqu'à une dizaine? Oui, voilà. Donc, une belle il faut trouver les famille. pères, une grande famille. On trouve les pères et celui qui a gardé malheureusement le cheval à trois pattes, a perdu, l'apparenti. Donc voilà, mais c'est ça, transposer des choses qui existent, mais avec des... Alors vous avez vu des animaux... Mais c'est ce que les autres font, c'est ce que les autres cultures font. Des animaux, alors là j'ai pris des animaux de chez nous, avec le nom en français et le nom en créole. Donc on est aussi dans l'apprentissage. On est aussi d'accord. L'écriture créole nous permet aussi. On va mémoriser. Voilà, on va mémoriser. C'est très bien. Voilà, j'ai pas inventé, mais j'ai adapté. Adapté à nous, comme les autres font. Les autres nous prennent tout. Nos acras sont vendus en Bretagne, adaptés au goût des autres. Non, mais tout. On apporte beaucoup à l'humanité. On ne le sait pas parce qu'on ne l'utilise pas pour notre bien-être. Mais vous voyez, chers téléspectateurs, plus vous êtes connectés à vous-même, plus votre environnement est présent dans vos vies, plus vous pouvez faire ce que vous aimez, parce que vous aimez, vous découvrez des choses et vous découvrez que vous avez plaisir à vous regarder, à vous parler, à jouer avec votre environnement. Ça, c'est important. Donc, prenez le temps de comprendre que quelque chose est une anomalie dans notre façon d'évoluer, d'être socialisé en dehors de nous-mêmes. C'est pas normal. Et c'est pour ça, pas parce qu'on est radicaux, parce qu'on veut casser la baraque, mais c'est pas normal de priver un peuple de sa culture et de ce qui fait que il a un goût aux choses, parce qu'il sent que, oui, ça lui appartient. Vous n'êtes jamais propriétaire de votre pays si vous n'êtes pas propriétaire de votre culture. Donc il faut l'habiter comme vous habitez un vêtement, une maison, et voilà. Donc vous avez des gens ici qui vous aident à faire ça et il faut donc vous tourner vers eux. Sonia, qu'est-ce qu'on peut dire donc encore pour l'éducation, pour je sais pas moi, la peur qu'on a que les enfants qui quittent par exemple votre cocon soient des enfants qui vont peut-être pas déraper mais échapper à ça, à cette influence constructive. Quoique je crois que quand on a bien construit, ça reste. Ça reste. Voilà. Ça reste, et puis la famille, les parents reconnaissent, déjà qu'ils reconnaissent le travail que nous faisons, donc ça. Ils ne peuvent que le poursuivre à la maison, et ils nous disent aussi que les enfants en demandent, et c'est ça qui est important. Les enfants les poussent à continuer et à construire, donc on croit toujours et encore aux parents. Eh bien, le travail avec les parents est capital parce que vous avez des parents qui vont dire, quand les enfants disent oui, la maîtresse a dit ou la dame a dit, témoigner, la maîtresse a dit, c'est moi qui maman, c'est moi qui ai affaires et c'est à moi que tu dois obéir et c'est moi qui donne le là, etc. Donc, si vous donnez vos enfants à d'autres structures, ne vous attendez pas à ce qu'ils sortent indemnes des autres structures. Si les structures leur font du bien, profitez-en. Donc arrêtez de dire c'est moi qui, c'est maman, parent, etc. Prenez ce qu'il y a de bon et puis accompagnez l'enfant puisque il est structuré dans une structure, il boit, il mange, il joue, il se socialise, il a un rapport très sain avec d'autres enfants. Donc faites en sorte que vous vous inscriviez dans la continuité avec la structure à laquelle vous avez confié votre enfant. Ce n'est pas des portraits qui sont là pour faire les gardiens. On ne fait plus de gardiennage en 2020. On fait de l'éducation, de l'accompagnement, de l'éveil et on pense beaucoup au bien-être de l'enfant, à son estime de soi parce que demain, ce sont ceux-là qui prendront le relais. Et on n'est pas là pour nous, parce qu'on n'est pas éternel, mais il faut penser à transmettre une société viable à nos enfants pour qu'elle reste à nos enfants. Pas qu'elle nous échappe. Une société qui reste à nos enfants. S'il vous plaît, pensez-y. Donc, je vous laisse le mot de la fin. Pour les enfants, explorer, expérimenter, découvrir, explorer, expérimenter. C'est ça que j'ai envie que les parents comprennent et qu'ils accompagnent les enfants dessus, sur leur environnement proche. Déjà, l'environnement familial, après, on l'ouvre progressivement.
Et ces 3 verbes que vous avez utilisés, vous voulez leur en dire un tout petit peu plus? Explorer, Découvrir, c'est leur mettre à disposition un certain nombre de choses. Déjà, les fruits locaux, les grands-parents, les parents, les tatis. Ouais. Parce que ce que j'explique aux parents, c'est découvrir la famille, c'est déjà découvrir les ensembles. D'accord. En maths, c'est ce qu'on va faire demain. Après, découvrir, explorer, c'est leur donner la possibilité de faire champ du possible. Ne pas leur dire tu vas tomber, tu vas te faire mal, arrête, ne fais pas ça. Et de toutes les façons, arrêter la négation, les injonctions négatives. Voilà, la négation, l'enfant ne l'entend pas. Alors le parent va encore redire non, mais l'enfant ne l'entend pas. Donc il faut donner à l'enfant ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire. Je dis toujours, c'est ce champ du possible. Et découvrir, explorer, expérimenter, lui donner l'occasion de faire, refaire la chose jusqu'à ce qu'il intègre lui-même. Voilà. Et il y a l'image de l'enfant qui va jeter un jeu et le parent qui va aller ramasser un machin. Et l'enfant va recontinuer. L'enfant va découvrir un son. L'enfant va vouloir l'expérimenter jusqu'à ce qu'il entende toutes les vibrations, tout. Mais nous, adultes, on a cette habitude-là. On sait découvrir si c'est du métal, si c'est du plastique, mais l'enfant découvre. Donc, il va le faire 100 fois. Et puis, quand il a jeté le jeu 10 fois, on va prendre sa main, on va le taper en disant « mange à Dieu au café trop bruit ». Mais pendant que l'enfant fait son petit commerce-là, il expérimente. Et il faut comprendre ça, mes chers parents. Prenez des cours, faites-vous accompagner. N'abîmez pas nos enfants. On n'en a déjà pas beaucoup. Ne les abîmez pas, s'il vous plaît. Et puis, Sabine, alors je voulais dire aussi, je vois beaucoup de parents dans les structures, les supermarchés, chez les médecins, etc., et avec des enfants assis là, pendant des heures, à qui ils ne parlent pas, qui ne lisent pas, qui n'ont pas un petit jeu. Les enfants sont totalement laissés à vacuité et c'est affolant. Quand vous partez avec les enfants comme ça, amenez-leur des jeux, mais parlez-leur aussi. Parlez. Beaucoup de parents sont assis à côté de leurs enfants et sont muets. Donc l'enfant est là, il regarde à droite à gauche, mais il ne fait rien. Et c'est un temps perdu pour lui. Donnez-lui des choses pour s'occuper si vous l'emmenez chez le médecin. Ou laissez-le plutôt dans une structure qui va l'occuper et qui va l'aider à se construire. On va dire au revoir. On va dire au revoir. Alors justement, je terminerai par ce petit jeu, un petit livret de jeu sur la Martinique toujours, mots fléchés, mots mêlés, mots casés. Alors juste pour dire que effectivement, je suis motivée certes, mais c'est pas toujours facile et je dois malgré tout faire sans subvention, sans sponsor, sans rien. Et donc, on a été obligé de lancer une cagnotte pour pouvoir nous aider à en faire plus parce qu'on a énormément de projets en tête. On a pour Noël un super jeu qu'on veut faire sortir. Il va nous permettre de parler, matcher créole, dessiner, mimer, travailler sur les proverbes aussi. Donc, voilà. Mais je dois reconnaître que ce n'est pas toujours facile. D'accord. Donnez l'adresse de la cagnotte. Alors, nous avons lancé une cagnotte qui sur Letchi. C'est la Martinique et son patrimoine en jeu. Donc, pour nous aider à aller jusqu'au bout, parce que nous sommes confrontés quand même à des difficultés à cause des frais de douane importants et des frais de transport qui vraiment découragent. Donc, les gens qui veulent contribuer vont sur Letchi. Sur Letchi, ils nous font un don, faire des dons, comme je dis. D'accord. Voilà, Grindiri qui a plein sac. Et puis acheter les produits. Donc, ils sont partout, dans toutes les librairies. D'accord. Voilà, donc... Bon. Merci de m'aider. Donc mon portable, le 0696 26 90 61, où je peux répondre à toutes vos questions. N'hésitez pas pour me soutenir, pour continuer encore à faire d'autres choses. De la recherche aussi. Voilà. Et vous, Sonia, un téléphone pour les gens qui veulent... On a un site, Enfant Harmonie. Enfant Harmonie, d'accord. www.fr. D'accord, donc vous allez sur le site de Sonia. Enfant Harmonie, vous pouvez nous laisser des messages, nous envoyer des mails, nous dire déjà ce que vous pensez. Et puis vous inspirer de la pédagogie et des méthodes de travail donc de Enfant Harmonie, parce que Madame Sonia ne parle pas de tout ce qu'elle fait, mais elle a vraiment un vrai beau projet pour les enfants. Donc,
nous, on va vous quitter. Je ne sais pas si on a le temps de montrer les diapos, les couvertures des 2 livres que je voulais montrer. Peut-être qu'il est trop tard. Sinon, voilà, prenez contact avec Zo. Alors ça, c'est les 3 derniers livres que j'ai sortis. Merci à la technique. Ça, c'est Cheveux d'appoint. Ici, c'est Les vacances d'Isis. Et puis, ça, c'est la couverture. Et puis, Johan et les crabes, c'est un petit garçon de chez nous qui raconte qu'il est chasseur de crabes. Il est sorti. Et voilà, ils sont sortis. Voilà, chers téléspectateurs, occupez les enfants, faites des jeux, achetez, soutenez le travail de Sabine Andrivan-Milton. Regardez, inspirez-vous aussi de ce que fait Sonia Hauteville. Et puis, il y en a tellement de petites mains comme ça dans notre pays, qui s'occupent de leur peuple, de leurs enfants, de leurs lycéens. Voilà. Allons fouiller nous-mêmes pour découvrir nos trésors. Nous en avons tellement, ce qui me rend fière aussi d'être martiniquaise. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi si vous prenez l'émission en rediffusion. Et puis je vous dis, allez, cultivons-nous avec nous-mêmes, avec les supports que les nôtres nous donnent. Voilà, prenez soin de vous.